Amanto Mazani, Basesa d'Africa, Nolo Babalo, O Fezeka, Spokas, Cindy Soir, Oh Nosipo, Nana, where is the Amanda? No Sipiwe. J'ai écrit Something is Wrong pour une raison essentielle, pour essayer de montrer ce qui ne va pas en Afrique, et il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, et surtout essayer de montrer la part de responsabilité quand les Africains eux-mêmes n'en sont niés les influences extérieures et les responsabilités extérieures, quand les Africains eux-mêmes dans ce qui leur arrive et dans ce qui ne va pas, et aussi pour inciter à l'action et à une meilleure, on va dire, une meilleure manière de faire les choses pour l'essor de l'Afrique et des États qui le composent et des Africains eux-mêmes. Donc c'est essentiellement pour cela que j'ai écrit Something is Wrong. Ce n'est pas, je l'espère, une critique stérile, c'est une critique qui invite au débat pour dégager des solutions aux problèmes que nous pouvons rencontrer, et il y en a beaucoup et j'en ai recensé quelques-uns dans cet ouvrage. Voilà. Je dresse un parallélisme entre le discours de Dakar de Nicolas Sarkozy et les propos tenus par Abdoulaye Wade pour une raison essentielle. Je ne comprends pas pourquoi on a traité avec autant de dureté Nicolas Sarkozy pour des propos qui en soi ne veulent pas dire grand-chose, parce que s'il décide que les Africains, ou il dit que les Africains ne sont pas assez entrés dans l'histoire, on se demande bien où il est allé chercher tout ça. On peut bien sûr, et d'ailleurs je le fais dans mon livre, j'essaie de faire un petit rappel historique, un petit rappel de connaissances sur la question, sur l'histoire en elle-même, sur ce qu'elle est et à quoi elle sert. Et donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Sinon aussi ce serait trop simple et vous n'aurez plus rien à lire. On ne peut pas avoir traité, donc disais-je, avec autant de dureté Nicolas Sarkozy et laisser passer complètement les propos d'Abdoulaye Wade, qui sont d'autant plus graves qu'ils sont tenus par un Africain, ça au moins on peut le dire, mais surtout par un ancien président de la République. Et il ne faut pas oublier que dans toute cette manière de faire, il y a quand même des accusations très graves, et quel que soit le contexte, rien ne peut justifier les propos qu'Abdoulaye Wade a pu tenir à l'endroit de Macky Sall en le traitant de descendant d'esclaves et d'esclavagistes. Et j'en appelle au bon sens et au bon souvenir de tous les censeurs pour leur dire que, bah, écoutez, il faudrait que là aussi vous fassiez un travail. Sinon, peut-être que c'est plus grave lorsque c'est dit par Nicolas Sarkozy, qui se trouve être ancien président de la République française et accessoirement blanc, et que c'est moins grave lorsqu'un ancien président du Sénégal, très intellectuel au passage, mais noir et africain, traite un autre Africain noir, qui plus est actuel président du Sénégal, d'esclaves, de descendants d'esclaves et d'anthropophages. Je crois que là, il faudrait que tous ceux qui ont été prompts à faire la peau, à écrire des ouvrages pour répondre à Nicolas Sarkozy, déploient la même, au minimum, sinon à mon avis, plus d'énergie pour recadrer M. Abdoulaye Wade, qui mériterait quand même qu'on écrive un livre pour lui rappeler un peu tout ça, parce qu'il me semble que malgré sa grande science et sa grande érudition, il ne peut se permettre de tenir de tels propos. Donc ce serait bien, je crois que puisqu'il ne s'est pas encore excusé, il n'est pas trop tard pour rappeler à M. Abdoulaye Wade quelques hauts faits, si je puis dire ainsi, du passé glorieux des peuples, de tous ces peuples qui ont ceci en commun d'avoir le même aspect, donc d'être noirs, et qui ont ce destin commun, et je dirais aussi des ennemis communs. Donc voilà, je crois que les censeurs doivent faire leur travail, et bien M. Abdoulaye Wade doit être lui aussi cloué au pilori, et cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, est d'autant plus grave qu'il s'agit d'un ancien président de la République, et qui plus est du Sénégal. Pour moi, Lumumba a été assassiné
par des Congolais et des non-Congolais. Et je crois que ce qu'il faudrait faire pour qu'on puisse vraiment comprendre cette grande tragédie, c'est associer, c'est mettre chacun face à ses responsabilités, que ce soit les non-Congolais, les Belges l'ont fait dans une certaine mesure avec la commission de Lumumba. Bon, les Américains ne le feront peut-être jamais, parce que bon, là aussi, on se demande bien pourquoi ils le feraient, mais aussi des Congolais, parce que on a toujours tendance à penser qu'ils ont été manipulés. Moi, je refuse le terme de manipulation pour la simple et bonne raison qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Et là, je vous renvoie à la lettre de Léopold II qui disait aux missionnaires qui allaient au Congo, n'allez pas enseigner à ces gens, à ces Africains, à ces Noirs, la religion, parce qu'ils savent déjà, ils savent, à vrai dire, vous allez prêcher des convertis. Donc ils savent que tu es mal, ils savent que vous l'êtes mal. Et on ne peut pas prétendre que ces gens qui avaient décidé de prendre part à l'assassinat, à l'élimination physique de Patrice Lumumba, ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Bien au contraire, ils le savaient. Bien au contraire, ils avaient intérêt à le faire. Et d'ailleurs, c'est résumé très bien par François Fanon au lendemain de la mort de Lumumba, qui écrit dans Afrique Action, la plus grande réussite des ennemis de l'Afrique, c'est d'avoir corrompu les Africains eux-mêmes. Donc il y a des Africains qui ont pris part, cela doit être, ne serait-ce que pour la mémoire, être mis face à leurs responsabilités. Et il me plairait de voir à l'avenir, lorsqu'on parle effectivement des assassins de Patrice Lumumba, qu'on y ajoute les noms de Mumango, Tchombe, Mobutu, non exhaustif, hein, et aussi de Kandolo Damien, qui était son directeur de cabinet et qui va, lorsqu'il va demander de l'aide à Khrouchtchev, voler le fax et aller le remettre à Larry Devlin. Ça, c'est très important. Il faudrait qu'on essaie de regarder ces Congolais-là qui ont pris une part plus qu'active à l'assassinat de Patrice Lumumba, de M. Mpolo et de M. Okito, et qui ont plongé, qu'on le veuille ou non, le Congo dans une situation dont il ne s'est toujours pas vraiment remis, il faut être honnête. Et à partir de ce moment, reconnaître qu'il y a eu, dans la disparition de ce grand leader, des Africains qui ont collaboré, il y a eu des mains africaines qui ont contribué à l'étrangler. Et ce qui est aussi symptomatique de cette histoire et de ce que je raconte, c'est une anecdote, enfin on va dire une anecdote, mais plus une partie du transfert du dernier voyage que Patrice Lumumba et ses compagnons vont effectuer à destination d'Elisabethville, donc la capitale du Katanga, qui se disait indépendant et dirigé par Moïse Tchombe. Lorsqu'il va être passé à tabac par des militaires donc, qui étaient chargés de sa sécurité, c'est le pilote belge qui va leur demander d'arrêter. Donc d'arrêter de le bastonner. Et ça, c'est rapporté par plusieurs témoins. Et ça prouve à suffisance qu'il y a eu dans cette histoire une responsabilité, il y a une responsabilité congolaise, et il serait intéressant pour faire le deuil, si je puis dire, mais surtout pour pouvoir mieux connaître cette histoire, il serait intéressant pour les uns et les autres d'établir les responsabilités de tout le monde et de rejeter la faute sur uniquement les Occidentaux, d'ailleurs, qui n'ont jamais nié l'avoir assassiné. Et je pense tout simplement à René Smal, mais surtout au colonel Louis Marlière qui a dit bon débarras. À partir de ce moment, je ne vois pas pourquoi on refuserait de pointer du doigt, comme il se doit, si je puis me permettre le jeu de mots, les responsabilités congolaises dans la mort de Patrice Emery Lumumba. Et c'est ce que j'essaie de développer dans mon livre. Pourquoi avoir écrit sur les élections de 2009 Tout simplement parce que j'ai constaté que beaucoup de personnes remettaient en cause l'élection d'Ali Bongo. Je ne suis pas membre du PDG, je ne suis pas membre de la famille du président Bongo, je ne suis pas un de ses partisans, sinon ça se saurait. Mais je trouvais quand même curieux le fait que tout le monde se mettait d'accord pour dire qu'il n'avait pas été élu, que c'était un usurpateur, tout ce qu'on veut, mais que ceux qui dénonçaient cette usurpation entre guillemets, n'étaient pas capables, eux, de vous dire qui avait gagné. C'était ça la grande question, en fait. Et c'est ce qui me taraudait, qui m'a poussé à écrire là-dessus. Et que s'est-il passé en 2009 Pour bien comprendre les choses, en 2009, au sortir de l'élection du 30 août, il y a eu 3 personnes qui ont revendiqué la victoire. Ali Bongo, Pierre Mambundu et André Mbaoba. Donc, ces 3 personnes ont revendiqué avoir gagné. Ali Bongo
a été déclaré élu par les institutions, qu'on peut suspecter, à tort ou à raison, de lui être favorable. Il a été reconnu par la communauté internationale, dont la France, qu'on peut suspecter lui être favorable, tant on peut imaginer les liens qu'il y avait entre son père et tous les hiérarques de la Ve République, de gauche comme de droite. Mais ce qu'on ne comprend pas, et c'est ce qui est intéressant, c'est-à-dire que même si on suit le raisonnement des détracteurs d'Ali Bongo, on dit, bon d'accord, Ali Bongo n'a pas gagné, il faut qu'il s'en aille. Ok, si on écarte Ali Bongo, pour une raison ou pour une autre, hein, peut-être parce qu'il s'appelle Bongo, parce peut-être qu'il ne leur revient pas, enfin, pour une raison ou pour une autre, on se rend compte qu'on est toujours, le problème reste entier. Parce que, au niveau de ceux qui disent qu'Ali Bongo n'a pas gagné, qu'il est usurpateur, aucun nom ne se dégage. On se retrouve avec des partisans de Pierre Mamboundou, et donc Pierre Mamboundou lui-même, père son âme, qui disent qu'il a gagné. On se retrouve avec un André Baobam qui dit la même chose. Bon, à partir de ce moment, il me semble quand même que c'est un peu confus et ça mérite quelques éclaircissements. D'autant plus que aujourd'hui, au moment encore où je vous parle, en regardant un peu comme tout le monde l'actualité politique du Gabon, il y a toujours dans le camp par exemple dans le camp par exemple de M. Jean-Ping qui est en passe d'être le principal challenger d'Ali Bongo aux élections de 2016, et bien dans son camp il y a des personnalités de l'UPG qui disent que quand Pierre Mamboundou, au même meeting, hein, c'est hallucinant, au même meeting, il y a un type qui dit ah non, quand Pierre Mamboundou a gagné l'élection, et l'autre qui vient après dire non, on entend dire non, quand André Baobam a gagné. Finalement, on ne sait toujours pas aujourd'hui qui a gagné cette élection. Et moi, je pose la question, si Ali Bongo n'a pas gagné, pour une raison ou pour une autre, parce qu'il s'appelle Bongo, parce qu'il a une tête, enfin, qui a gagné en 2009? Qui? Et il y a aussi un fait qui est très important dans cette histoire, c'est qu'il y avait, d'ailleurs c'est la première élection au Gabon où on a pu mettre à la disposition de ceux qui revendiquaient plus de transparence, à juste titre, les procès-verbaux. Alors, les fameux procès-verbaux avaient ceci de particulier qu'ils étaient contresignés par toutes les personnes qui étaient dans le bureau. Donc, si on estime que Ali Bongo a fraudé, il était très simple de démontrer son imposture en présentant les procès-verbaux de Libreville, par exemple, en disant « Bon, voici, moi je suis un tel, j'ai été élu au bureau de Nzengayong Dragage ou du lycée de l'Estuaire ou dans n'importe quel bureau de vote, parce que voilà, j'ai le procès-verbal de ce bureau de vote, il y a la signature du représentant d'Ali Bongo, il y a la signature de mon représentant et des autres membres du bureau, et ce procès-verbal-là infirme les résultats qu'ont donné la commission électorale et qui ont été reconnus par la Cour constitutionnelle du Gabon, parce que, tout simplement, j'ai le contre-seing de ces gens-là ici, et que mon document est authentique. Quand bien même les autorités compétentes n'auraient pas reconnu cela, au moins cette personne aurait permis d'éclaircir les gens, et je crois que sur la base des procès-verbaux, normalement, même s'il y a eu imposture, ou même si imposture il y aurait eu, parce que là je parle encore conditionnel, il devait, au niveau de tous ceux qui s'opposent, qui sont censés s'opposer à cette imposture, ils devraient avoir à leur niveau un rassemblement sur la base des procès-verbaux, parce que les procès-verbaux sont les mêmes, puisqu'ils sont contresignés à l'issue du vote par tous ceux qui étaient présents. Donc, même s'il y a falsification plus tard, mais ceux qui étaient là et qui sont, entre guillemets, dans le camp de l'opposition auraient dû dire, bon, nous reconnaissons la victoire de Pierre Mamboundou, nous reconnaissons la victoire d'André Baobam, et à partir de ce moment, nous nous rangeons derrière lui pour porter la revendication et faire respecter le droit des votes des Gabonais. Dans l'hypothèse, toujours, où Ali Bongo aurait fraudé. Or, aujourd'hui, on n'a jamais eu de procès verbal de l'opposition. Les leaders de l'opposition ont revendiqué chacun de leur côté, alors que les PV, les procès-verbaux permettent d'établir qui a gagné. Et mieux, on demande à Ali Bongo, lui, de prouver qu'il n'a pas gagné.